Bonsoir, bienvenue dans ce dernier numéro du club Le Figaro International de la saison. Pour une fois, nous n'irons ni à Washington, ni à Kiev, ni à Moscou, ni à Téhéran, ni à Tel Aviv, ni à Gaza. Nous irons à Berlin. Friedrich Merz a pris ses fonctions il y a 2 mois et s'est signalé par quelques sorties fracassantes. Alors, qui est cet étonnant Herr Merz? Peut-il relancer le couple franco-allemand après le coup de froid de l'ère Scholz? Peut-il remettre l'Europe au centre du jeu? Bienvenue dans les studios du Figaro TV. Bonsoir Maurice Gourde-Montagne. Bonsoir. Les autres ne pensent pas comme nous, c'est le titre de votre livre absolument passionnant, paru aux éditions Bouquin, ouvrage passionnant et très stimulant, tiré de votre expérience, notamment comme conseiller diplomatique de Jacques Chirac de 2002 à 2007 et comme ambassadeur, j'allais dire ambassadeur multicarte, notamment en Allemagne de 2011 à 2014, mais dans bien d'autres pays. Vous avez une particularité d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois, vous essayez d'apprendre la langue du pays dans lequel vous êtes, et je pense que vous êtes l'un des rares hauts fonctionnaires français à mériter, en tout cas à maîtriser quelques mots de Bambara. Peut-être vous partagez ce point commun avec Nicolas Barotte, et lors d'une dernière virée au Mali, mais Nicolas Barotte a été un autre point commun, puisqu'il a été en poste en Allemagne quand vous étiez ambassadeur, mais cette fois-ci c'était correspondant à Berlin, avant d'être, comme vous l'êtes maintenant, correspondant de défense et président de l'Association des journalistes de défense. Ça tombe bien, on va y revenir. Bonsoir Marie Crapatin. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes de l'Institut français des relations internationales, et ce sera très intéressant de voir avec vous justement où en est ce fameux et, j'allais dire, mythique couple franco-allemand, mais tient-il encore du mythe ou de la réalité? Bonsoir Jean-Marc Gonin. Bonsoir. Vous, c'est plutôt la réalité que vous avez forée au plus près du terrain. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine et fin connaisseur de l'Allemagne. Il y a d'abord eu un coup de théâtre avec Friedrich Merz. C'est le 6 mai dernier, pour la première fois dans l'histoire allemande, le chancelier nommé, le chancelier sur lequel tout le monde se met d'accord, échoué à obtenir cette investiture, exercice normalement formel, lors du premier tour du scrutin au Bundestag. C'est une première dans l'histoire de la République fédérale. Il ne remporte que 310 voix sur les 316 requises pour la majorité absolue et sur les 328 de sa coalition avec les sociaux-démocrates du SPD. Maurice Gourde-Montagne, sait-on aujourd'hui qui a manqué à l'appel? Quelles voix ont manqué à Friedrich Merz? Alors c'est vrai que la majorité est à 316, il lui en manquait 6. Qui sont-ils? C'est très difficile à savoir. Un certain nombre d'hypothèses sont sorties, et puis d'autres ont imaginé que tous les députés n'étaient pas dans la salle, parce que comme ça, ils n'auraient pas eu à voter. Bref, c'est un faux pas dont on peut se dire qu'il aura marqué le début de ce mandat de Friedrich Merz, élu pour 5 ans. Alors, c'est un signal, parce que ça veut dire que Friedrich Merz démarre avec une majorité affaiblie. Une majorité dans laquelle il n'a pas tous les moyens d'agir. Et c'est vrai que cette coalition qui s'est mise en place à ce moment-là, CDU-SPD, par le nombre de sièges, est sans doute la plus faible de toutes les coalitions qu'on a eues en Allemagne depuis la création de la République fédérale en 1949. Et donc ça, c'est un handicap. Alors il a devant lui un avantage, c'est que si on regarde la vie politique allemande, qui est ponctuée d'élections, notamment dans les Länder, et ça pèse sur l'équilibre général de l'Allemagne, il a jusqu'en mars prochain, avant d'avoir d'autres élections locales. Mais il a ce handicap, ça réduit sa marge de manœuvre, et ça la réduit en particulier sur des questions très graves qui sont la relance de l'économie et le budget. On est en train de voter en ce moment le budget 2025. En Allemagne comme en France. Est-ce qu'on en sait plus ?
On n'en sait pas plus, mais effectivement, comme ça a été dit, ça montre qu'il y a une érosion des grands partis populaires, CDU et SPD, qui aujourd'hui, pour la CDU, n'ont pas atteint les 30%. Et donc c'est le pire résultat, à part celui de 2021, où Armin Laschet avait vraiment fait une campagne désastreuse. Et le SPD a effectivement aussi eu le pire score depuis l'après-guerre. Donc effectivement, c'est l'érosion des grands partis populaires en Allemagne qu'on voit à travers ça, et donc une majorité très ténue au Bundestag. Et donc on peut aussi parler du programme d'investissement, par exemple, que Friedrich Merz a lancé avant même que le gouvernement se forme, où il y a eu un certain nombre de critiques. Il est passé par la majorité du Bundestag sortant, par exemple. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que si je suis ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'a pas respecté les formes, et en échange, une forme qui était a priori acquise ne lui a pas été accordée. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a aussi l'AfD, par exemple, qui est un nouvel entrant, enfin en tout cas qui a doublé son score par rapport à 2021, le parti d'extrême droite, qui arrive en 2e position maintenant. Donc dans le paysage politique allemand, il y a aussi une évolution de ce point de vue-là. Oui. Mais Jean-Marc Gonin, on a plutôt attribué les défections à certains députés sociodémocrates, SPD ou même CDU, qui n'auraient pas eu finalement les postes qu'ils convoitaient ou les égards qu'ils attendaient. Il y a de ça, mais il y a aussi la personnalité de Friedrich Merz, qui est un homme assez clivant et qui, souvenez-vous, quand Madame Merkel était chancelière, c'était pratiquement un opposant à Madame Merkel, Monsieur Merz. Et dans la CDU, certains lui ont gardé un chien de leur chienne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et encore aujourd'hui, dans certaines interviews, des confrères allemands l'interrogent sur est-ce qu'il a vraiment tout son parti, tout son groupe parlementaire derrière lui. Il y a des nostalgiques encore de l'ère Merkel en Allemagne ? Je ne sais pas s'il y a des nostalgiques, mais la manière dont il s'est conduit vis-à-vis d'elle a laissé des traces. Et la CDU, il est quand même, lui, est considéré comme un homme de la droite, de la CDU d'une certaine manière, sur tous les plans, mais et Mme Merkel plutôt une centriste, donc il y avait quelque chose là qui était quand même un fossé entre les deux personnages. Ça vous a surpris, Nicolas Barraud ? Bien sûr, c'était surprenant. C'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire de l'Allemagne. Et c'était un très mauvais signal, puisqu'on espère beaucoup de Friedrich Merz. Et ça jette un doute sur sa capacité à gouverner et à entraîner, puisque même si on ne sait pas qui a fait défection, il y a quand même l'hypothèse que cette majorité fragile puisse à nouveau s'éroder sur d'autres sujets un peu complexes. Et ça renvoie un peu à la difficulté du modèle allemand. C'est que le chancelier, quel qu'il soit, doit toujours composer avec sa majorité, avec le Bundestag. C'est pas comme en France. En France, le président, à sa volonté, peut imposer beaucoup de choses. En Allemagne, il n'y a pas de 49-3 en Allemagne. Le chancelier doit toujours discuter. Et même du temps d'Angela Merkel, parfois c'était difficile, elle devait négocier. Donc, alors qu'elle avait une majorité assez solide. Si là aujourd'hui, il a une majorité faible, qu'un SPD qui est très affaibli et qui sera réticent à faire des compromis, la marge de manœuvre de Merz sera limitée par rapport aux promesses qu'il a pu faire durant sa campagne. Alors, c'est très intéressant de vous entendre dire ça, parce que visiblement, ça ne l'a pas empêché de faire, en tous les cas, d'avoir tenu des propos encore qui ont soulevé pas mal de débats, pas mal de tollés. Ça vous a peut-être échappé, mais le chancelier allemand a volé au secours récemment de la présidente du Bundestag, qui refusait de faire flotter le drapeau LGBT au-dessus de l'édifice à l'occasion de la Gay Pride qui doit se tenir à la fin du mois de juillet. C'est la bonne décision, a dit Friedrich Merz, interrogé sur le sujet. Le Bundestag n'est pas un chapiteau de cirque. Cela a suscité un tollé, et cela vient après un autre tollé qui lui a été suscité par les propos sur les frappes israéliennes contre l'Iran, tenues en marge du G7 au Canada, et c'était le 17 juin dernier. C'est le sale boulot qu'Israël fait pour nous. Sinon, nous aurions peut-être continué à subir pendant des mois et des années le terrorisme de ce régime, qui aurait peut-être même fini par se doter de l'arme atomique. Et voilà comment le chancelier justifiait ces propos qui lui avaient été accordés. Seit dem letzten Wochenende, seit gut einer Woche, ein offen ausgebrochener Krieg im Mittleren Osten. Ich will das an dieser Stelle hier noch einmal sehr klar und sehr deutlich sagen. Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren,
was Israel vor einer Woche begonnen hat und auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat. Ja, es ist nicht ohne Risiko. Aber es so zu belassen, wie es war auch keine Option. Il n'y a pas tellement de remise en cause sur les propos et la forme qu'ils ont employés. Maurice Gourdon-Montagne, est-ce que là aussi, il n'y a pas justement une forme de rupture dans le style par rapport à ses prédécesseurs? Oui, il y a une forme de rupture dans le style, ça a été dit. Il n'est pas exactement à la même place sur le spectre de la CDU qui est assez large, où il y a effectivement des centristes et des gens de droite. Quand on regarde les positions de Friedrich Merz sur les évolutions de la société, il ne s'est jamais prononcé, je dirais, en faveur du drapeau arc-en-ciel, des LGBT. Il n'a jamais pris de position positive, loin de là. Il est contre la parité, il l'a dit de manière très claire. C'est un vrai conservateur allemand. Et donc c'est pas surprenant qu'il ait pris cette position s'agissant du drapeau sur le Bundestag. Par ailleurs, ce qui se passe sur les frappes, concernant les frappes, ne doit pas surprendre non plus. Alors, ça ne surprend pas parce que c'est évidemment la raison d'État qui commande. La raison d'État, c'est Mme Merkel qui a utilisé cette expression s'agissant d'Israël. Pour les raisons historiques que l'on connaît, l'Allemagne est aux côtés d'Israël, quoi qu'il arrive. Alors, ça va jusqu'à dire que les frappes sur l'Iran... Il y a des tendances quand même pro-palestiniennes quand même très fortes au sein de la société allemande. Justement, il y a cette raison d'État, il y a des frappes dont on dit qu'elles ont fait le sale boulot, ce n'est pas apprécié de tous en Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays de droit. L'Allemagne est un pays pour lequel le droit international public existe. Or, manifestement, ces frappes, du point de vue du droit international, elles sont totalement contre. Et donc, la société a réagi. Friedrich Merz n'hésite pas à se mettre en avant. Ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir écouté la campagne électorale de Merz, qui était tout à fait remarquable, qu'il a menée au pas de charge, il a fait 80 déplacements dans toute l'Allemagne en moins d'un mois, il a parlé, je dirais, d'une manière très éloquente, et en essayant de rassembler, je dirais qu'il radicalise un peu son propos à mesure que le temps passe, et on peut se demander parfois si on n'a pas surestimé la capacité d'ouverture de Friedrich Merz dans la situation actuelle. Mais il est représentatif d'une partie de l'Allemagne. C'est très intéressant parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un petit peu l'inverse de ce que ferait un candidat de la droite française qui ferait une campagne finalement assez à droite et qui aurait tendance à gouverner de façon plus consensuelle, plus au centre. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. Alors c'est aussi le fonctionnement des institutions allemandes. Il travaille avec une majorité dont ça a été dit qui est très restreinte, qui est très limitée, cette majorité. Il travaille sous la surveillance de l'AfD. L'AfD a une minorité de blocage au sein du Bundestag. Donc il a très peu de capacité et finalement il mise sur sa propre, je dirais, identité de parti CDU plutôt qu'essayer de rassembler. C'est comme ça que j'interprète les choses. Mais est-ce que, Marie Cravada, est-ce que dans le style Merz, finalement, il n'y a pas un retour aux années 80, au retour de la droite allemande des années 80 et à celui qui a incarné la grande figure qui est Helmut Kohl, puisqu'on dit que Merz a comme modèle l'ancien chancelier allemand, le chancelier de la réunification. Et finalement, c'est la ligne libérale sur le plan économique et conservatrice sur le plan sociétal qui a fait les beaux jours de d'une partie de la droite allemande et des droites européennes d'ailleurs, la démocratie chrétienne en Italie, en Belgique et même une partie de la France. Je pense qu'il s'inscrit dans une séquence après Olaf Scholz. Donc Olaf Scholz, c'est vraiment la Zeitenwende, le changement d'époque. C'est vraiment le fait de se rendre compte que la guerre en Ukraine, c'est une vraie rupture pour l'Allemagne. Donc c'est le Wandel, le changement à travers le commerce qui est remis en question, donc ce qui a fait les beaux jours de l'Allemagne. Effectivement, la mondialisation qui a beaucoup bénéficié à l'Allemagne et le multilatéralisme
multilatéralisme, qui est un autre pilier de l'Allemagne, eh bien, on voit qu'il est affaibli aujourd'hui. Donc effectivement, l'Allemagne se voit comme dans la défense de ce multilatéralisme basé sur des règles. On voit avec l'agression de la Russie sur l'Ukraine que ce multilatéralisme est fragilisé. Et sur le dossier israélien, on a un vrai problème en réalité, parce que c'est un sujet délicat pour les raisons historiques qu'on connaît. Et je pense qu'en réalité, cette séquence que vous avez montrée, c'est aussi la volonté de se rapprocher des États-Unis, parce que l'Allemagne est dépendante des États-Unis à beaucoup d'égards. Donc je pense qu'il adopte aussi une rhétorique trumpienne à un certain égard pour aussi faire plaisir aux États-Unis. Jean-Marc. Oui, il y a aussi un rôle qu'il est en train d'endosser qui n'est pas traditionnel dans la politique de la République fédérale. C'est-à-dire qu'il a déjà le surnom de chancelier des affaires étrangères, Außenkanzler. Et ça dit quelque chose parce que d'habitude, le chancelier a un ministre des Affaires étrangères qui est un poids lourd, qui s'occupe vraiment de la diplomatie allemande. Le chancelier s'en mêle, bien entendu, Europe, relations avec les États-Unis, mais lui donne l'impression vraiment d'être le chef de la diplomatie, de tracer une ligne très claire. Et on va voir comment les débats vont se passer. Tout ça est encore nouveau, ce gouvernement est encore nouveau. Mais au Bundestag, ça aussi, ça laisse peu de place au ministre des Affaires étrangères et il s'expose beaucoup. Et ça, c'est pas une tradition de la République fédérale. Il y a une autre dimension, une autre rupture. Nicolas, dans la ligne de ce que disait Marie Krapota, c'est tout le discours autour de la défense et des armées. Et là encore, il y a des tabous qui sont en train de sauter en Allemagne. Vous me direz que ça a déjà commencé sous Olaf Scholz, mais en tous les cas, Friedrich Merz a continué et a fait perdurer les choix posés par son prédécesseur. Wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden. Das ist dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land Europas nicht mehr als angemessen. Das erwarten auch unsere Freunde und unsere Partner von uns. Mehr noch, sie fordern es geradezu ein. Toute la puissance, tous les fonds nécessaires pour que la Bundeswehr devienne la première puissance conventionnelle de l'Europe. Est-ce qu'en une phrase, deux tabous n'ont pas complètement sauté, d'abord celui sur l'armée et ensuite celui sur la dette et sur... Il dit beaucoup de choses dans ce discours, effectivement. Il y a une attente qui est énorme depuis des années vis-à-vis de l'Allemagne, de tous les partenaires, pour qu'elle fasse un effort de défense. Il faut se souvenir que dès Obama, c'était une critique qui était énoncée contre Angela Merkel, avec une demande que l'Allemagne joue plus de rôle sur la scène internationale. Ça fait 10 ans qu'on lui dit, et évidemment, la guerre en Ukraine a tout changé. Il a créé une urgence et ça a cassé tout le modèle sur lequel l'Allemagne s'était construite de sous-traiter sa défense aux États-Unis. Donc Olaf Scholz a annoncé ce Zeitenwende avec un fonds de 100 milliards. Ce n'est pas suffisant, objectivement, pour ne serait-ce qu'avoir 2%, voire plus du PIB consacré à la défense. Et donc Friedrich Merz va plus loin. Et donc il annonce ce fonds de 500 milliards infrastructure défense, parce qu'il faut réarmer la Bundeswehr qui est dans un état déplorable, qui n'est pas capable de se battre. C'est que la réalité, c'est qu'il faut juste faire en sorte que cette armée puisse jouer un rôle. Là, elle ne serait pas en mesure, on parle beaucoup des garanties de sécurité en Ukraine, de mettre des troupes là-bas. Donc le fossé à rattraper est énorme. Et donc pour parvenir à ça, il a un levier, Merz, par rapport aux autres, c'est qu'il peut jouer sur le financement. Et comme l'Allemagne a bien géré ses finances publiques depuis des années, eh ben, il est possible pour l'Allemagne d'aller s'endetter, de créer, de trouver de l'argent pour se réarmer. Et donc cet autre tabou qu'il a fait sauter avant même d'être investi son chancelier, avec une majorité, il fallait les 2/3 au Bundestag, pour faire sauter le frein à la dette qui limitait l'endettement. Ouais. Et donc ça a cassé quelque chose dans la mentalité allemande. Avant de revenir justement sur la question de l'endettement, peut-être Jean-Marc Gonin et Nicolas Barotte, question c'est est-ce que malgré un financement massif, la Bundeswehr a les moyens d'être la première armée conventionnelle d'Europe? Les moyens financiers, Nicolas vient de le dire, oui. Les moyens humains, c'est une autre paire de manches. Et pour l'instant, on a à peu près un déficit de 20 000 soldats. Il y a le problème de démographie en Allemagne qui se pose. Non seulement de démographie, mais d'attractivité du métier de soldat.
Donc les deux choses se combinent pour faire qu'elle n'arrive pas à remplir ses casernes. Et quant aux réservistes, c'est dramatique. Je le cite, Merz, il a donné une interview cette semaine à la Première Chaîne où il a passé en revue tous ces sujets et il parlait d'un déficit de réservistes qui se monte à 100 000 réservistes. Donc les ambitions allemandes pour devenir la première puissance militaire conventionnelle européenne, elle passe par un recrutement massif. Et l'Allemagne, déjà sa démographie est un handicap, mais en plus, c'est un pays qui a été traversé par le pacifisme. Et le métier des armes n'est pas populaire, n'est pas prestigieux en Allemagne, ne l'est plus. Je ne peux qu'aller abonder dans ce sens. Il y a effectivement un déficit de réservistes. L'objectif annoncé par le ministre de la Défense, Pistorius, c'est 50 000 à 60 000 soldats supplémentaires pour la Bundeswehr. Où vont-ils les trouver? Quand on regarde l'évolution des courbes démographiques en Allemagne, on est dans le 3e et le 4e âge. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur la volonté politique de se battre, regardons les divisions de l'Allemagne. Depuis le début de la crise en Ukraine, regardons les positions du chancelier Merz. Vous parlez des divisions politiques, pas des divisions militaires. Je parle des divisions politiques. Les divisions militaires, ils les ont, mais bon, avec les limites qu'on a dites. Les divisions politiques, vous avez un chancelier Merz qui est en train d'hésiter aujourd'hui toujours sur le point de savoir si on envoie en Ukraine des Taurus, qui sont ces missiles à longue portée. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et sur l'affaire de la coalition des volontaires, qui a été annoncée sur la ligne de front... Les missiles Taurus, qui pourraient justement, en tout cas, donner un avantage à l'Ukraine, ou en tous les cas, pourraient donner des moyens considérables. Tout est utile, et politiquement, le symbole serait important. Mais effectivement, après, il y a aussi cette cohésion des volontaires. Est-ce que l'Allemagne peut effectivement y participer? C'est un peu tout le sujet. L'Allemagne, pour le moment, a laissé entendre très clairement, si ce n'est qu'elle l'a dit clairement, qu'elle ne participerait pas. Il n'y a que les Français et les Anglais qui sont prêts à y aller. On en reparle d'ailleurs en ce moment même à Londres, où se trouve le président de la République. Les Allemands se sont mis en marge. Les Polonais également pour d'autres raisons. Donc la volonté politique allemande de monter en puissance sur le plan militaire, elle va rencontrer un certain nombre, je dirais, d'évolutions et de difficultés. Et puis, il y a derrière le fait que les Allemands, et c'est mon expérience de l'Allemagne, nous étions ensemble en Allemagne à l'époque de la chute du mur de Berlin avec Jean-Marc Gonin, nous avons travaillé sur l'Allemagne. L'Allemagne d'aujourd'hui, c'était il y a déjà 40 ans, 30 ans, l'Allemagne a eu les reins brisés par la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas ce qui pèse encore sur l'Allemagne et qui se traduit notamment par sa démographie et par un certain nombre de facteurs. Donc ce n'est pas si simple. L'Allemagne, effectivement, va réarmer. Comment? Avec quels hommes? Si tant est qu'elle a les moyens, et ça, elle les a. Sachant qu'il y a un deuxième tabou qui est enfreint, Marie Crota, c'est la question financière, parce que tout ça suppose un endettement massif. Oui, alors c'est ce qu'a dit Nicolas Barotte. Effectivement, le frein à l'endettement, donc le fait de ne pas avoir de déficit structurel de plus de 0,35% du PIB allemand, ça c'était vraiment une doxa, un dogme en Allemagne. Et donc Friedrich Merz a assoupli ce dogme-là, et donc ça a suscité beaucoup de critiques, y compris au sein de la CDU, parce que les dettes qu'on crée aujourd'hui, c'est les impôts de demain, donc on pense aux générations futures qui auront à payer ça. Mais il y a beaucoup d'institutions, y compris le FMI, la Banque centrale allemande, qui avaient dit qu'il y a les marges financières suffisantes pour que l'Allemagne, justement, s'endette, et que cela ait potentiellement aussi un effet multiplicateur pour d'autres pays européens. Autant le plan sur les infrastructures, donc les 500 milliards d'euros sur les 12 années à venir, que les dépenses supérieures à 1% du PIB en matière militaire, où le frein à l'endettement ne s'applique pas. Donc là, en fait, la coalition, la grande coalition, c'est créer la marge de manœuvre pour mettre en œuvre sa politique en réalité. Mais là, il y a, juste, on va peut-être terminer sur ce point-là, mais d'un mot, il y a quand même un consensus au sein de la classe politique allemande, en tous les cas, au sein de la coalition allemande, il y a un consensus entre le CDU et le SPD. Nicolas ? Oui, il y a un consensus avec quand même des limites. C'est que le SPD est quand même un parti qui est
très pacifiste, avec aussi une tendance, notamment en Allemagne de l'Est, à avoir des liens avec la Russie. Et donc tous les Länder d'Allemagne de l'Est sont assez soucieux de ne pas non plus insulter l'avenir. Il faut oublier aussi de l'influence de l'AfD, on en a parlé. Mais tout ça a un impact aussi sur les équilibres de la coalition. Donc il y a un consensus aujourd'hui en Allemagne pour dire qu'il faut soutenir l'Ukraine. C'est pas sûr et certain que le jour où la paix est trouvée en Ukraine, tout ça reste encore. Parce que des voix ont pu émerger par-ci par-là, très marginales, pour dire le jour où la paix revient, peut-être que pour l'énergie, on devra trouver autre chose comme solution. Peut-être que. Donc ce débat-là, il peut ressurgir le jour où un accord, un cessez-le-feu est trouvé avec Poutine. Des voix vont s'élever en Allemagne pour essayer de rétablir ce modèle qui a été perdu. Ce qui vient d'être dit est très important. Mais l'obsession aujourd'hui de la classe politique allemande, c'est la remise en route de l'économie. Voilà un pays, il ne faut pas le perdre de vue, qui va dégager de l'argent pour se réarmer, mais voilà un pays qui, dans le budget qui est en train d'être présenté, n'arrive pas à trouver les moyens de faire baisser le prix de l'électricité, si ce n'est pour les industriels et pour l'agriculture, mais pas pour les particuliers, alors qu'on le leur a promis. Il y a des premières dissensions d'ailleurs au sein de la coalition. C'est la première dissension au sein de la coalition. Les baisses d'impôts n'arriveront pas. Et aujourd'hui, l'Allemagne, depuis le mois d'avril, il a été déclaré que l'Allemagne est pour la 3e année en récession. Grâce à l'argent injecté sur le réarmement, il y aura sans doute une croissance d'1% dans le courant de l'année prochaine. Mais pour le reste, l'Allemagne est à l'arrêt. Donc il faut redémarrer, il faut trouver des sources d'énergie. Et ça explique beaucoup de ce qui a été dit tout à l'heure, de ce chancelier de l'étranger. Il est un peu partout pour essayer de faire repartir la machine. Et il ne se départit pas d'une recherche d'un accord avec l'allié puissant de toujours, que sont les Américains, avec plus ou moins de succès. Mais on en est là. Et entre Berlin et Washington, il y a une autre capitale, c'est Paris. La question qui se pose, c'est quel impact a eu sur la relance du couple franco-allemand cette arrivée de Friedrich Merz à la chancellerie. Voici ce qu'il déclarait le 7 mai dernier lorsqu'il a fait sa visite, rendu visite à Emmanuel Macron, juste après l'investiture qu'il a chèrement acquise. Ich will ausdrücklich sagen, wir nehmen auch Aufträge mit an unsere beiden Regierungen, Aufträge auch jetzt zwischen den einzelnen Fachministern, entsprechende Arbeiten aufzunehmen, die Arbeit in allen Bereichen der Wirtschaftspolitik, der Sicherheitspolitik, der Verteidigungspolitik, der Finanzpolitik zu verstärken. Ich freue mich sehr. Les Allemands ne détestent pas la France, sinon ils ne viendraient pas y passer les vacances. Et cette boutade est signée de Günther Kirschbaum, qui est le ministre allemand des Affaires étrangères, qui répondait aux questions de notre cher confrère Charles Jégu du Figaro Magazine. Ce qui est frappant, c'est depuis l'arrivée de cette nouvelle équipe, Marie Krapata, ce sont les expressions de volonté de rapprochement avec Paris, après, il faut dire, une ère glaciaire, l'ère Scholz, et de sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Oui, alors effectivement, donc la CDU est un parti politique, c'est donc la famille de Friedrich Merz qui s'est à la fois bâtie sur une relation très forte avec les États-Unis, la fameuse Westbindung sous Konrad Adenauer, le fait qu'on était dans le camp occidental et dans les institutions euro-atlantiques, mais aussi sur la relation franco-allemande et donc sur ce couple franco-allemand très fort, et on a bâti l'Europe. Donc effectivement, Friedrich Merz s'inscrit un peu dans cette lignée-là, vous l'avez dit, Helmut Kohl, Adenauer, mais aussi Wolfgang Schäuble, par exemple, de la CDU. Dont Merz a été très proche. Exactement. On dit que Schäuble était son mentor. Hein. Exactement. Donc Friedrich Merz s'intéresse beaucoup à la France de ce point de vue-là, mais aussi au triangle de Weimar, donc relation Allemagne, France et Pologne. Donc effectivement, en prenant en compte le fait que la Pologne a aussi gagné en influence avec la guerre en Ukraine et l'aide militaire, économique, humanitaire qu'a livrée la Pologne à l'Ukraine. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des frictions avec la Pologne, notamment sur la question migratoire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des sujets sur lesquels la France et l'Allemagne peuvent travailler ensemble. Il y a la compétitivité de l'Union européenne, ça a été évoqué, c'est le sujet principal pour l'Allemagne, comment redémarrer l'économie allemande. Et c'est un sujet également à l'échelle européenne, après les rapports d'Enrico Letta, de Mario Draghi, qui pointaient du doigt les faiblesses du marché européen, sa fragmentation, l'incapacité
capacité à arriver à des effets d'échelle, contrairement aux États-Unis et à la Chine, le fait qu'on n'investisse pas suffisamment en matière de recherche et de développement. Donc ce genre de questions se posent. L'Allemagne est effectivement en récession. Les industries énergivores sont tout particulièrement impactées par la guerre en Ukraine et le découplage énergétique par rapport à la Russie. Donc il y a vraiment un enjeu. Ce que vous appelez le découplage énergétique, c'est le fait de ne plus avoir le gaz russe. Exactement. Et donc de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment le GNL américain, donc qui accroît la dépendance par rapport aux États-Unis. Il y a un peu du nucléaire français aussi ça. mais en tout cas, il y a beaucoup de dossiers, les dossiers de simplification, la directive Omnibus sur lesquels la France et l'Allemagne travaillent ensemble, la directive sur les chaînes d'approvisionnement, donc la loi de vigilance par exemple, sur laquelle l'Allemagne et la France travaillent ensemble pour assouplir et pour délester les entreprises européennes d'un certain nombre d'obligations de reporting. Il y a évidemment le sujet de la sécurité et de la défense, donc comment renforcer la base industrielle de défense européenne, maintenant qu'on a les sous à travers l'Allemagne, par exemple. Alors, justement, sur cette question-là, Nicolas Barotte, il y a un affichage, si j'ai bien compris, c'est un point d'entente, notamment l'idée peut-être d'une dissuasion nucléaire européenne, mais au-delà du discours, est-ce que les discussions avancent? Est-ce que, dans les faits, cela se traduit? Oui et non, c'est que la volonté politique, elle est là, mais depuis longtemps. Enfin, il faut se souvenir que déjà du temps de Macron-Merkel, on espérait beaucoup de la relance du tandem franco-allemand, ça n'a pas vraiment eu lieu. Donc entre la volonté, la coopération qui est réelle et qui a toujours existé, et la capacité à surmonter des différends, c'est autre chose. Sur les sujets de défense, il y a des sujets de long terme qui existent, mais qui sont de trop long terme pour que ce soit vraiment le sujet d'aujourd'hui. Par exemple, le char du futur, c'est pour 2040. On voit bien que c'est intéressant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui pour dissuader la Russie, etc. Et donc, on va d'abord travailler sur des sujets beaucoup plus concrets, comme par exemple, que peuvent faire les pays européens pour aider l'Ukraine aujourd'hui. Et là, on voit les différences. Taurus, les volontaires pour les garanties de sécurité. Et après, sur la dissuasion que vous mentionnez, effectivement, il y a un objet politique, il y a un discours qui répond à la proposition qu'a fait Emmanuel Macron en 2021, je crois, il me semble. Donc assez longtemps. On voit bien qu'entre ce qu'on peut dire et ce qu'on va faire, c'est différent. Les Allemands ont quand même acheté du F-35 pour porter la bombe américaine. S'ils font ça, c'est parce qu'ils... Ce sont des avions américains. Oui, des avions américains, pour se garantir d'avoir la dissuasion américaine. La protection française, pourquoi pas, mais pas en se substituant de la dissuasion américaine. Donc c'est très compliqué pour les Allemands. Ils voient bien qu'il y a une urgence de réfléchir à ces sujets, mais comme on l'a dit, c'est beaucoup plus complexe à réaliser au fur et à mesure. Dites-moi d'ailleurs si je me trompe, Marie Cravata, mais on a même eu des députés CDU qui ont évoqué une dissuasion nucléaire européenne, et cette fois-ci ce serait les Allemands qui aient la main sur le bouton nucléaire. Ah ça, je ne sais pas, peut-être. C'est en tout cas ce qu'on a entendu. Le président du groupe parlementaire CDU, Jens Spahn, a déclaré qu'effectivement il devrait y avoir une dissuasion nucléaire allemande. Ça montre le trouble qui existe chez les Allemands s'agissant de leur sécurité. Plus personne n'est sûr des États-Unis, malgré les efforts qui sont faits de la part de Merz et de quelques autres, qui ont encore un logiciel otanien pur. Mais ce qu'a dit... le président Trump, en arrivant à La Haye, dans l'avion qui le transportait, qui était que l'article 5, somme toute, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Qui est l'article qui donc doit conduire les pays membres de l'Alliance à se mobiliser en cas de l'agression d'un des leurs. Un des leurs, et donc un pour tous, tous pour un. C'est ça, en résumé. Alors après, il a dit qu'il pensait comme nous. Mais il y a un doute. Et le fait qu'un député allemand dise cela ne veut pas dire qu'ils vont construire la dissuasion nucléaire, parce que si les Allemands le font, tout le monde à ce moment-là construit la dissuasion nucléaire. Mais ça n'empêche pas que la discussion qui a été lancée il y a déjà quelques années, et d'ailleurs à l'époque le président Chirac en avait parlé, enfin c'est un vieux sujet. Où sont nos intérêts vitaux ? Ils ne s'arrêtent pas à la frontière de la France et de l'Allemagne, ils vont au-delà. Est-ce que ce sont des sujets dont on peut parler ? C'est quoi les intérêts vitaux ? Étant entendu que la dissuasion nucléaire est exercée par un seul, et en l'occurrence c'est le président de la République. Les Allemands ont une réflexion aussi sur ce qui peut se faire avec les Britanniques dans ce domaine. Et aujourd'hui, vous voyez que nous allons renouveler les engagements d'un accord avec les Britanniques dans lequel on parle de simulation d'essais nucléaires, les accords de Lancaster House, que je connais bien, j'étais à Londres à l'époque. Et de leur côté, les Allemands ont un accord de sécurité qu'ils voudraient amplifier avec les Britanniques. Donc tout est en train de se recomposer de cette manière. Mais pour revenir sur le 7 mai, vous avez cité le 7 mai, il y a eu une très bonne tribune dans le Figaro, du président Macron et du chancelier Merz. Cette tribune reprend tout. Et le résumé, c'est
rétablissons le réflexe franco-allemand. Pour le moment, le trouble qui est celui de tous les dirigeants, avec l'irruption de Trump sur la scène internationale, les tarifs, pour les Allemands, le problème de la remise en route de l'économie, de l'énergie, les problèmes de sécurité, etc., fait que, ce que j'en vois, le réflexe franco-allemand est mis de côté. Donc on verra ce qui se passe au mois d'août ou au début septembre quand il y aura un conseil des ministres franco-allemand. Ça, je crois que c'est la prochaine étape. On a des sujets sur lesquels on peut certainement travailler, mais pour le moment, nous sommes, je dirais, sur des lignes qui sont ou parallèles ou divergentes. Surtout qu'il y a quand même des pierres d'achoppement dans cette relation franco-allemande, quand même encore structurelle. Le Mercosur, et puis il y a effectivement également un problème, celui qu'on abordait, c'est le problème de l'argent. Il y a 3 300 milliards d'euros de dette pour la France, 113% du PIB, 2500 milliards pour l'Allemagne, qui n'est que 60% du PIB. C'est difficile de rétablir un couple à ce niveau-là, non ? Oui, alors sur le Mercosur, effectivement, ça montre qu'en termes de politique commerciale, on a des points de vue divergents. Donc l'Allemagne essaie de diversifier ses sources d'approvisionnement et ses débouchés. Elle essaie de tirer les enseignements de sa surdépendance par rapport à la Russie, donc de réduire ses vulnérabilités par rapport à la Chine également. Et donc elle se tourne vers d'autres pays. Donc les pays du Mercosur pourraient être des candidats, notamment pour les minéraux critiques, les terres rares, etc. Et d'un point de vue français, c'est vrai qu'on a à l'esprit aussi la protection des intérêts des agriculteurs notamment. Donc c'est une pierre d'achoppement entre les deux pays. Sur ce que vous évoquiez effectivement sur la question budgétaire, on a, enfin sur l'endettement des deux pays, mais effectivement on a deux états des lieux qui sont complètement différents. Maintenant, l'Allemagne va aussi s'endetter avec l'assouplissement du frein à l'endettement. Donc selon les instituts économiques, il y a différents pronostics qui sont faits. On pourrait atteindre un endettement à 80%. Donc effectivement, on n'est pas au niveau français, mais ça montre les divergences qu'il y a entre les situations macroéconomiques des différents pays au sein de l'Union européenne. Jean-Marc Gonin, il y a quand même une question qui est soulevée, on peut le soulever à travers du Mercosur, on la soulève également de façon générale, d'ailleurs sur la défense européenne. Quand on construit une défense européenne, quand on veut construire une armée, sans aller jusqu'à une armée européenne, mais il faut savoir toujours quel est le même ennemi, quels sont les objectifs. Le Mercosur montre que nos objectifs, en tout cas sur le plan économique, ne sont absolument pas les mêmes que l'Allemagne. Non, en plus, la structure de nos exportations n'est pas du tout la même. Nos intérêts. Pour s'écarter du Mercosur, mais parler du conflit actuel avec les États-Unis, politique commerciale, on peut parier sur le fait que Trump joue en ce moment, encore on attend, la messe n'est pas dite, sur les taxes qui vont être appliquées à l'Union européenne. L'Union europééenne, pour Trump, est une de ses bêtes noires principales. Il veut la détruire tant qu'il le pourra. Et cette idée que le bloc négocie directement avec les États-Unis lui déplaît. Donc il essaye d'individualiser les politiques commerciales vis-à-vis des uns et des autres. Il joue avec l'Italie, il joue avec l'Allemagne. Et la balance commerciale allemande est très intéressée avec l'automobile, par exemple, ce qui n'est pas notre cas. On a de grands groupes. Il y a des Mercedes dans les rues américaines, il n'y a pas beaucoup de Renault et de Citroën. Et Trump le sait pertinemment. Donc il sait où attaquer, comment, etc. et diviser Français et Allemands sur le sujet. Et pour le moment, ça marche pas mal. Parce que pour le moment, il n'y a pas de position unie. D'abord, c'est la Commission qui négocie. Mais la Commission hésite à engager des moyens, notamment le mécanisme de coercition, qui serait, je dirais, une impossibilité pour des pays qui sont frappés de ce mécanisme d'investir sur les marchés publics. Là, on a affaire effectivement à des Allemands qui sont sans doute prêts à négocier des quotas de véhicules automobiles sur le marché américain, indépendamment même d'un accord européen. Tout ça au détriment de l'agriculture européenne, dont nous sommes les champions. Donc c'est un vrai grave sujet sur lequel la concertation est plus que jamais nécessaire. Et pourtant, justement, le 27 juin dernier, Friedrich Merz à Bruxelles promettait qu'il ferait tout pour jouer européen dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Die künftige Regierung, die künftige Koalition wird reformieren und investieren, um Deutschland stabil zu halten, sicherer zu machen und wirtschaftlich wieder stärker zu machen. Und auch Europa kann sich auf Deutschland verlassen.
Alors ça, c'était effectivement à Berlin le 9 avril dernier. Ce qui est intéressant, c'est que ce que notait Pierre Avril, le correspondant du Figaro à Berlin jusqu'à cet été, et qu'on salue, il disait que Friedrich Merz a beaucoup changé au cours de sa carrière, mais il y a une constante, c'est son engagement européen. Et précisément, il a voulu le réexprimer à Bruxelles le 27 juin dernier. Wir haben ausführlich über das Thema Zölle und Amerika gesprochen. Wir haben die Kommissionspräsidentin ermutigt und ermuntert, jetzt in den noch weniger als 2 Wochen zur Verfügung stehenden Zeit zu einem schnellen Abkommen, zu einer schnellen Übereinkunft mit den Amerikanern zu kommen. Wenn es allerdings mit Amerika kein Abkommen gibt, wenn es keine Vereinbarung über die Zölle gibt, dann ist die Europäische Union bereit und in der Lage, auch entsprechende eigene Maßnahmen zu ergreifen. Auch darin haben wir die... Il joue européen quand il dit ça, Marie Cretin? On a vu sur plusieurs sujets des problématiques, hein, sur la Chine par exemple aussi, sur l'importation des véhicules électriques. L'Allemagne a été mise en minorité quand des droits de douane ont été appliqués aux importations chinoises. Donc effectivement, le commerce est vraiment un sujet sur lequel on a des intérêts très, très différents, très divergents au sein de l'Union européenne. Et l'Allemagne sait qu'elle est dans le viseur des États-Unis. On l'a dit, il y a un excédent commercial de 70 milliards d'euros par rapport aux États-Unis. Et donc c'est évidemment pour déplaire à Donald Trump. Et donc Donald Trump va essayer de vendre davantage d'armes à l'Allemagne, davantage de gaz naturel liquéfié à l'Allemagne, va essayer aussi d'influer sur l'Allemagne pour qu'elle adapte sa politique relative à la Chine et qu'elle la rende plus similaire à celle des États-Unis. Donc il sait que les États-Unis ont un moyen de pression sur l'Allemagne. Oui. La défense va être justement un champ de bataille entre l'Europe et les États-Unis. Enfin, l'Allemagne va être un champ de bataille entre l'Europe et les États-Unis pour la défense. Bien sûr, parce que évidemment que Donald Trump voudra aussi vendre son matériel aux Européens, et certains Européens seront tentés d'acheter américain en espérant trouver une garantie. C'est pas certain, parce qu'effectivement... Est-ce que d'ailleurs il ne le ferait pas en jouant, en disant on achète américain et en échange on travaille à l'autonomie de défense de l'Europe? Alors oui, c'est qu'ils peuvent aussi essayer d'avoir un double discours, acheter européen, et aussi essayer de concevoir ce pilier au sein de l'OTAN, pilier européen, pour prendre davantage de responsabilités. Après, toute la difficulté, c'est que le tandem franco-allemand est plus suffisant pour faire tourner cette organisation, parce que les deux pays sont affaiblis. Donc, il faut à la fois compter sur les Polonais, qui investissent beaucoup sur la défense. Pas faire sans eux. Et dans l'élection de défense, pas non plus réfléchir en Europe sans les Britanniques. Ils ne sont plus dans l'Union, mais qui ont quand même un rôle militaire à jouer, évidemment. Donc il faut trouver une autre combinaison pour faire avancer ces sujets militaires qui sont urgents pour l'Europe. Est-ce qu'il est, de façon générale, entre la présidence danoise, qui incarne finalement une troisième gauche rigoureuse et ferme sur l'immigration, la montée en puissance, vous disiez tout à l'heure, de pays comme la Pologne et de pays qui pourraient incarner ce que l'ancien secrétaire à la Défense des années 2000, Donald Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, qui monte en puissance, et des étoiles montantes comme Meloni. Ce type de dirigeant, même s'il est très clivant, même s'il a un style, finalement, n'est pas un peu dépassé, Jean-Marc Gonin? Le style Est-ce que finalement le type de dirigeant comme Merz, ou finalement la référence du chancelier allemand n'est pas dépassée aujourd'hui, à l'heure où on est rentré à l'ère de pays d'Europe de l'Est qui montent en puissance, et puis on a d'autres quand même d'autres styles forts en Europe, on voit le style scandinave, le style Meloni. Oui, écoutez, Merz, il ne se sent pas du tout dépassé quand il parle de l'Europe orientale et centrale. Je l'ai entendu utiliser le mot Interland, ce qui est quand même un concept géographique et politique qui veut dire que ce sont des dépendances de l'Allemagne, où l'Allemagne tient ses marchés, elle a beaucoup investi. En Ukraine, l'Allemagne a énormément investi, elle possède énormément de choses, et je vois pas du tout Merz déstabilisé par ça. Ou sur le déclin. Ce qui est évident, c'est que l'AfD
occupe beaucoup de ses préoccupations, et il ne voudrait pas que l'AfD devienne un parti majoritaire dans le pays, évidemment. Mais de là à dire qu'il est dépassé, je veux dire, les positions relatives des uns et des autres sont telles que je vois pas vraiment de déclin possible dans ce domaine-là. Mais en revanche, est-ce que finalement, il n'y a pas une menace par rapport à l'AfD, non seulement parce que l'AfD est en train de monter en puissance, et puis surtout, l'AfD a reçu quand même des soutiens important. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et l'interview fleuve avec Elon Musk sur les réseaux sociaux, et puis le soutien de J.D. Vance. Non, le vrai sujet j'y reviens, le vrai sujet pour le chancelier allemand, c'est est-ce qu'il peut délivrer sur le plan économique ? Parce que sur le plan économique, pourquoi est-ce qu'il est en train de rechercher un accord le plus vite possible avec les Américains pour pouvoir exporter ses véhicules ? Parce qu'il y a l'industrie automobile allemande qui est derrière. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Si les Allemands ne peuvent plus exporter, comme ils sont bloqués du côté de la Chine, ou qui risquent de l'être encore plus, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il y a du chômage et une perturbation, je dirais, sociale gravissime, qui peut entraîner énormément de problèmes politiques et qui nourrit l'AfD. Le sujet, c'est l'AfD. Sur l'immigration, il est sous surveillance de l'AfD. Et il est tenu par le SPD qui, lui, ne changera pas, parce que le SPD ne veut rester dans l'originalité de ce qu'il a toujours été, un parti social-démocrate qui a des positions particulières sur ces sujets. Donc sa marge, on revient sur ce qu'on disait au départ, sa marge est très limitée. Il faut voir ses priorités. Sa priorité, c'est l'économie. Sa deuxième priorité, c'est préserver ce qui est derrière l'Hinterland, c'est-à-dire l'arrière-pays de l'Allemagne, c'est-à-dire toute l'Europe orientale, centrale et orientale, les Balkans. Ce sont des zones où l'Allemagne a traditionnellement, depuis des siècles, une activité, des actions et des liens. Et donc, l'Allemagne va naviguer, du fait de sa position géographique, entre l'Ouest et l'Est. Et aujourd'hui, elle a tendance à rester dans les schémas qui ont toujours été les siens. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a beaucoup attendu du chancelier Merz quand il a dit il faut retrouver une autonomie par rapport aux États-Unis. J'aurais été incapable de penser il y a quelque temps que j'imaginerais une telle phrase. Il est revenu très très vite. Il attend que les États-Unis lui donnent un coup de main sur tous les sujets. Et nous-mêmes qui sommes dans le travail sur la souveraineté européenne, c'est notre sujet français depuis toujours, nous avons trouvé un certain nombre de partisans parce que dans l'incertitude, autant reposer sur ses propres forces, nous voyons que les Allemands font bien peu d'efforts. Et ce que je redoute par-dessus tout ça, c'est que les déséquilibres, l'asymétrie qui existe entre la France et l'Allemagne, sur nos capacités industrielles, sur notre endettement, sur la démographie, ces sujets-là vont être encore plus accentués par le fait qu'eux vont acheter énormément de matériel militaire parce qu'ils ont l'argent pour le faire, pour emprunter sur les marchés grâce à ces développements du frein à la dette, et nous sommes secs. Nous n'avons pas de quoi acheter parce que notre situation budgétaire est extrêmement mauvaise. Donc nous allons nous trouver avec une Allemagne qui à beaucoup d'égards va être encore en dissymétrie par rapport à nous. C'est pour ça qu'il est urgent de trouver des sujets sur lesquels on puisse travailler ensemble. Il y en a quelques-uns. Regardons les hautes technologies, regardons l'espace. Il y a un certain nombre d'échéances avant la fin de l'année. Est-ce que nous sommes capables d'avoir un gros lanceur comme Ariane 6 et des petits lanceurs? Il devrait y avoir normalement à Brême un certain nombre d'événements à l'avenir. Brême, il y a là effectivement une industrie de petits lanceurs. Est-ce qu'on est capable de lancer une constellation un peu à la Starlink de Elon Musk entre Européens, en la commençant avec des Français et des Allemands, les Italiens sont dans la partie. Qu'est-ce qu'on trouve pour essayer de recréer une dynamique franco-allemande, étant entendu que nous avons toutes les structures qui nous permettent régulièrement de nous rencontrer, de faire le point, de relancer. Mais est-ce que la situation actuelle, la conjoncture, nous permet de le faire? Et les déséquilibres entre nous n'arrangent pas les choses. Il y a un point peut-être qu'on a peu souligné, on l'a évoqué depuis le début de cette émission, où il y a sans doute d'ailleurs une rupture de la part de Merz, et qui pourrait peut-être faire une réponse européenne, c'est la question de l'immigration. Vous évoquiez tout à l'heure, finalement, des dissensions entre l'Allemagne et la Pologne sur la question migratoire. Finalement, la Pologne ferme ses frontières, mais est-ce que c'est pas ça aussi que voulait Scholz ? Est-ce que vous voulez Merz, pardon. Oui, on revient au sujet d'avant, c'est-à-dire que l'AfD est en attente finalement, est en embuscade, et donc effectivement ça a motivé Friedrich Merz même avant les élections et avant la campagne électorale de faire une proposition de loi au Bundestag avec le soutien de l'AfD pour une politique plus restrictive en matière d'immigration suite à des
attentats et des attaques au couteau qui avaient été perpétrées par des personnes issues de l'immigration. Donc c'est un sujet qui pèse aujourd'hui sur l'Allemagne. Et dans le même temps, il y a ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, un besoin d'immigration et d'immigrés pour le marché du travail allemand. Et non seulement des personnes très qualifiées, mais aussi des immigrés au sens large, parce que effectivement, on estime que jusqu'en 2036, il y a le départ de 16 millions de personnes, 16 millions de baby-boomers, et 12 millions de personnes qui arriveront sur le marché du travail dans le même temps seulement. Donc ça crée vraiment un écart, et pour les besoins en économie dont l'Allemagne a besoin, c'est une faiblesse. Et pourtant, est-ce que le patronat allemand d'un côté et même Friedrich Merz n'ont pas remis en cause ces idées, et en particulier Merz qui a dit l'inverse d'Angela Merkel, qui disait Wir schaffen das, et qui dit Wir nicht schaffen das. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Oui, mais encore une fois, on est face à une... Et c'est assez intéressant parce que vous évoquiez que c'est le Außenkanzler, donc c'est la politique étrangère qui le motive, mais en fait, c'est la politique intérieure qui le rattrape à chaque fois. La politique migratoire, la politique de l'intérieur, finalement, a aussi des conséquences par rapport aux autres pays, aux alentours, et on voit qu'aujourd'hui, Schengen aussi est assez affaibli par les décisions qui sont prises dans les différents pays européens. Donc oui, on est face à des mouvements aussi nationalistes dans plusieurs pays. En fait, ce que ça a eu comme conséquence, c'est que en Pologne, c'est une personnalité politique du PiS qui a remporté les élections présidentielles, ce qui va diminuer la marge de manœuvre de Donald Tusk, qui est plutôt pro-européen. Donc finalement, ça aurait été la conséquence négative de ces décisions-là. Le PiS polonais qui est traditionnellement même plutôt anti-allemand, Jean Margolin. Bah oui, ça c'est il y a une vieille composante de l'histoire. L'histoire dicte un peu ce genre de conduite, mais le rapport polono-allemand reste quand même. Il y a presque une communauté de destin, comme il y en a une entre la France et l'Allemagne qui avait été définie il y a bien longtemps. Mais polonais et allemands, notamment quand la Russie et celle de Poutine, avec ses intentions belliqueuses, polonais et allemands sont obligés malgré tout de travailler ensemble, et même si le PiS, pour son opinion publique, pour son électorat, fait de la germanophobie, ils connaissent les contraintes, comme on dit, l'histoire n'est pas une science exacte, mais la géographie, oui. Finalement, en vous écoutant, on sent la fragilité donc de ce nouveau pouvoir, de cette coalition en Allemagne. Maurice Gourdeau-Montagne, tout à l'heure, disait ça va tenir au moins 1 an jusqu'au... Ça tiendra au-delà d'1 an. Je disais qu'il n'y avait pas d'élection dans les Länder, ce qui veut dire que ça permet à ce gouvernement de ne pas faire de politique politicienne, d'aller de l'avant. Donc d'un mot, je voulais poser, malgré tous la question, est-ce que malgré l'étroitesse de la coalition, finalement, est-ce qu'elle n'est pas promise à un avenir assez long, en tout cas beaucoup moins turbulent peut-être qu'en France? Oui, mais effectivement. Et je pense encore une fois qu'on s'est créé les marges de manœuvre nécessaires avec cet assouplissement du frein à l'endettement, avec les 500 milliards du fonds spécial, pour investir dans l'économie allemande. C'est le nouveau Wir schaffen das. Et c'est ça, exactement. Donc je pense que vraiment, ça a été une mesure très importante. Maintenant, la question, c'est celle de la mise en œuvre. Parce qu'il ne faut pas oublier le millefeuille administratif en Allemagne, puisque c'est quand même un État fédéral. Exactement. Donc c'est très compliqué. Il va falloir du temps pour la planification, pour les appels d'offres, pour tout ce qui est les approbations pour la réglementation environnementale, etc., etc. Donc il y a vraiment aussi une question de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre aussi sur le court terme et sur le moyen terme encore pendant les années à venir. Ouais. Nicolas Barotte. Le système allemand est assez robuste, malgré tout, on l'a bien vu. Donc, il a du temps devant lui. En plus, il a les finances pour agir, dans ces 2 avantages. Et si je peux ajouter une chose, son problème, c'est aussi la France, parce que dans 2 ans au maximum, il y a une élection présidentielle chez nous, et donc on va rentrer dans une séquence politique qui va aussi limiter la capacité des 2 dirigeants, Macron et Merz, à coopérer, à y avoir des initiatives. Donc, s'ils veulent pouvoir agir, en fait, c'est entre maintenant et l'année prochaine. Ensuite, le président Macron sera trop démonétisé pour pouvoir apporter une impulsion à Friedrich Merz. Jean Margolin.
Oui, mais là, je ne peux qu'approuver ce que dit Nicolas. On est dans une... Boris Montagne et moi-même avons connu ça il y a bien longtemps aussi, cette espèce de temporalité. Et parfois, on peut marcher parallèlement entre Français et Allemands, mais le plus souvent, on est tous les deux victimes de nos échéances électorales et ça perturbe beaucoup la relation et la coopération politique. Et puis, il y a un grand sujet qui arrive. Le 16 juillet, la Commission présente le budget 2027-2032. Et ce budget sera voté et arrêté fin 2027, c'est-à-dire après l'élection présidentielle française. Donc, nous allons entrer dans une discussion entre Européens, mais aussi entre Français et Allemands, sur les priorités que nous voulons donner dans ce budget européen, qui engage quand même 1% du PNB de l'ensemble des Européens. C'est très important. Est-ce que nous partageons les mêmes priorités que les Allemands ? C'est un grand point d'interrogation. C'est ce que nous allons suivre justement dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je vous donne rendez-vous peut-être à la rentrée pour qu'on fasse justement un premier bilan de ces discussions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était donc le dernier club, le Figaro International de la saison. On se retrouve le 9 septembre avec Philippe Gély. Merci de nous avoir suivis.